Activité utilisateur. Navigation Internet, recherche de vidéos. Attention, l'ordinateur de Jean-Michel est bloqué. Des cybercriminels lui envoient de faux messages d'alerte pour qu'il rappelle leur support technique frauduleux. Bonjour. Du coup, cette vidéo a été faite pour parler du scambait, comme vous l'aurez compris, et donc avec l'introduction. Donc, j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet qui me tient un petit peu à cœur et aussi qui concerne tout à chacun. Quand on est aujourd'hui susceptible vraiment sur Internet de se faire escroquer, de se faire arnaquer, il y a énormément de tentatives d'escroquerie. Et du coup, je me suis posé la question en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces dites escroqueries ? Du coup, j'ai commencé à parler avec des amis, des connaissances, des personnes qui luttent au quotidien. J'ai eu la chance de pouvoir dialoguer avec des personnes qui connaissent parfaitement leur sujet. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une interview et vous la partager ? À savoir qu'aujourd'hui, on a quasiment un Français sur deux, soit 45%, qui a été victime d'arnaque ou qui a eu des tentatives d'escroquerie à son égard. C'est un chiffre d'autant plus alarmant quand on regarde qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ne sont même pas encore au courant de ces escroqueries, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en précarité numérique, et du coup c'est compliqué aujourd'hui de former et de prévenir sur ces sujets-là. On a des youtubeurs qui font ça très bien, hein. Je pense que vous les connaissez déjà, on a le Radi, on a Sandoz, on a aussi un petit peu Maxella quand même, faut dire ce qu'il y a, qui prévient plus après sur les youtubeurs, mais il y a aussi, notamment il parle aussi de dropshipping. On a de plus en plus d'escroqueries qui se font. Du coup, comment faire pour se prévenir ? On va le voir du coup avec une liste d'intervenants. Donc cette vidéo est la partie 1. J'espère qu'elle vous plaira. Moi personnellement j'ai essayé de faire au mieux pour vous. Et puis sans attendre, on va passer à l'interview. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter ? Du coup, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Martin. Je suis actuellement en dernière année de master, donc je vais bientôt être diplômé dans le domaine de la cybersécurité. J'ai déjà eu plusieurs postes dans des grandes entreprises, donc notamment à l'URSSAF et chez Orange. Et je suis venu ici pour parler scambait. Qu'est-ce que le scambait, s'il te plaît ? Le scambait, c'est une pratique qui essaye d'être sur la limite de la légalité, qui est de prendre du temps pour aller embêter, de certaines manières, les gens qui arnaquent sur Internet. Donc ça peut très bien se passer au niveau des mails, donc au niveau des spams, ça peut très bien se passer sur les réseaux sociaux, sur les messageries instantanées la plupart du temps, comme Messenger, comme WhatsApp, comme d'autres. Ça va consister, je prends un exemple concret, à créer des comptes spécifiques pour ça, déjà, parce qu'on fait jamais ça sur un compte personnel. D'accord. Et de devoir aller... Comment je pourrais expliquer ça ? De devoir aller, par exemple, dans certains groupes Facebook, où on sait qu'on va être abordé par des faux profils féminins, pour ce qu'on va appeler l'arnaque au sentiment, et de se faire passer pour quelqu'un de crédule, jusqu'au moment où, l'arnaque de toute manière se fait pour un seul but, c'est l'argent, jusqu'au moment où en fait l'arnaqueur va demander de l'argent et où là, du coup ça va commencer à se compliquer pour lui, dans le sens où il y a plein de techniques qui permettent par exemple de faire des fausses preuves de paiement, de choses comme ça en fait. Et c'est là où en fait l'arnaqueur va juste se rendre compte qu'il a perdu son temps précieux, parce que du coup il l'aura pas passé sur une personne qui va lui être rentable, et du coup il va très souvent s'énerver, insulter celui qui va faire du scambait et s'en aller pour une autre conquête, j'allais dire. Il y a plein de variantes selon le type de scam qui est visé, et ça peut prendre plein de formes en fait finalement. Ça peut prendre autant de formes, l'imagination est sans limite des deux côtés, ça peut prendre autant de formes. Mais du coup, concrètement, est-ce que on a un moyen aujourd'hui d'agir à notre échelle vraiment de manière efficace, tout en restant dans la légalité ? Alors, en soi, ce que je viens de dire reste légal, parce qu'on ne va pas aller chercher de données personnelles, on ne va pas se servir
de compétences de hack et de pentesting à l'encontre de celui qui fait du scam. Ce qui reste illégal, bien sûr. D'accord. Voilà. Et tu peux nous donner ou pas des exemples d'escroqueries courantes qui concernent des failles de sécurité plutôt importantes ou tout simplement même un exemple de faille de sécurité qui permet justement de à ces escrocs du coup d'agir. Alors, c'est là où ça va devenir marrant parce qu'en fait je vais distinguer vraiment deux choses distinctes, deux domaines distincts. Tu vas avoir les particuliers, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde. Là en fait la faille la plus importante c'est celle qui va avoir le plus de mal à corriger, c'est-à-dire c'est le facteur humain. C'est ce qu'il y a entre la chaise et le clavier finalement. En fait la plupart des arnaques vont se baser sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'on va se servir d'un biais, souvent un biais psychologique ou un biais de personnalité, pour pouvoir soutirer de l'argent. Je prenais l'exemple tout à l'heure de l'arnaque au sentiment. On va se dire c'est souvent des gens qui sont en détresse familiale, en détresse psychologique, ou en manque d'amis, j'allais dire tout simplement, qui vont se faire avoir par ce genre d'arnaque. Tu peux avoir plus précisément par mail cette fois-ci les récents messages, ça fait pas si longtemps que ça existe, mais les fausses convocations de gendarmerie, ça malheureusement les gens n'ont pas l'idée de regarder quand il y a un mail qui arrive, notamment quelque chose comme ça, parce que vu que ce sont des adresses, notamment les Google, en fait ça passe outre les spam et ça arrive directement dans ta boîte comme si c'était en fait un mail de tes amis ou ce genre de choses. Et les documents sont de mieux en mieux faits, il y a de moins en moins de fautes d'orthographe, parce que c'était aussi une technique qui permettait de voir, du coup, si c'était vraiment de l'arnaque ou pas. Mais maintenant, il s'améliore en fait. Il y a une amélioration constante là-dessus, parce que c'est l'appât du gain, hein, tout simplement. Et ça devient de plus en plus dangereux. Donc il y a de la prévention qui est faite de temps en temps dans les médias, donc ça, on a parlé de ça, on a déjà parlé des arnaques au sentiment. On a déjà parlé des arnaques aux faux banquiers. Récemment, Michel Drucker qui s'est fait piquer 10 000 euros. Bon, ça va, je suis pas forcément triste pour lui. Mais voilà, c'est de dire en fait que ça touche. Ça peut même toucher les gens les plus connus en fait. Ça de toute manière, je pense que la prévention de toute façon doit se faire. On en est à un stade où c'est que plus on démantèle des réseaux, plus on a de nouveaux, on n'en sort plus. Hein. C'est indéniable que là-dessus, de toute façon, on arrive à un point où c'est que on a intérêt à faire cette prévention, parce que de toute façon, si on ne la fait pas, c'est de l'argent qui part dans des marchés alternatifs où ça fait pas marcher déjà l'économie, et où en plus, ça met sur la paille des gens. Donc voilà. C'est clair. De plus, quand on parle de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt du côté des entreprises, là on va vraiment pouvoir parler de failles de sécurité dans le sens informatique du terme. Ici on va avoir plusieurs grosses campagnes qui ont été très destructrices. On va parler des ransomware, donc de NotPetya, de ce genre de choses, qui elles... En fait on sort un peu du domaine du scam, mais pour moi c'est vraiment relié, parce que on va se servir du coup d'une faille dans le protocole SMB. Donc c'est un protocole qui permet d'avoir un partage de fichiers simple entre deux PC, ou entre un serveur et un PC. Certains en fait sont ouverts sur internet, et tu as beaucoup de ce type de logiciels qui rentrent par ce port et qui du coup se propagent comme ça. Quel est le principe d'un ransomware ? C'est un logiciel qui va s'installer, qui va s'exécuter, qui va commencer à chiffrer les données de ta machine et qui va demander une rançon. Ça, j'ai un timer qui lui va du coup te dire oui, si tu ne payes pas du coup en bitcoin, c'est-à-dire des transitions qui sont en théorie intraçables, qui aussi tu ne payes pas une certaine somme, donc du coup relativement élevée généralement. Du coup, ça va chiffrer tout ton PC. Et si tu payes la somme, théoriquement, encore une fois, ton PC, on va avoir la clé de déchiffrement. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus pour les ransomware, mais anecdote,
je me rappelle que les ransomware à l'époque sous Windows XP et Windows Vista et Windows 7, c'était beaucoup des ransomware qui prenaient l'apparence d'une petite fenêtre en te disant que c'était le FBI qui avait bloqué ou Interpol qui avait bloqué ton ordinateur. Et pour moi, je trouve ça amusant en fait parce que aujourd'hui on est passé sur des ransomware en fait qui ne se revendiquent plus du gouvernement, qui ne se revendiquent plus d'institutions officielles. On est vraiment dans quelque chose que je trouve limite insolent en fait, mais où c'est qu'en fait la personne qui t'a foutu le ransomware assume que c'est elle à travers un pseudo et va le Bien sûr. revendiquer et ça devient insolent. À ton avis, pourquoi? Parce que les gens ont commencé à se dire que effectivement le FBI et Interpol, c'est grâce à de la prévention. Si jamais FBI ou Interpol, de toute manière, n'a pas le droit de te bloquer ton PC comme ça. Généralement, si ce genre d'entités ont un problème avec toi, je vais dire ça de manière rude, mais ils cassent ta porte à 6h du matin. Voilà. Oui, voilà, je suis entièrement d'accord. Exactement le même raisonnement que l'on peut appliquer d'ailleurs pour les faux mails de gendarmerie. D'accord. Après, voilà, il y a eu d'autres failles très importantes au niveau des entreprises. On peut parler de Log4j, on peut parler d'autres choses. Mais globalement, pour moi, ce qu'il y a de plus récent, ce qui a été de plus médiatisé et ce qui a été le plus destructeur, qui a touché beaucoup quand même d'entreprises françaises, notamment Renault, ça a été les ransomware. Mais ça touche aussi les particuliers. Et je vais te demander, du coup, j'aimerais savoir comment toi tu agis à ton échelle du coup. Alors moi, comment j'agis à mon échelle? Alors de manière légale, il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est le site Signal Spam. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un site web des autorités françaises relié à l'ANSSI notamment, qui vont mettre en place un site web et toute une panoplie d'extensions. Donc pour les navigateurs, pour la plupart des logiciels mail courants et sur quasiment toutes les plateformes, qui va permettre en fait de, quand on a du spam, de pouvoir en fait en faire une copie dans une énorme base de données de leur côté. En quoi est-ce que c'est utile de leur donner nos spams? Alors déjà, premièrement, on en a tous marre du spam. Il y en a de plein de types, je vais pas m'étaler là-dessus, sinon ça peut prendre beaucoup de temps. Ah bah, je dirais juste une chose à propos du spam, il y en a vraiment de tous les types. Hein. Quand on sait qu'on peut avoir un bon de 500 € à Carrefour, quand on peut avoir soi-disant un petit iPhone gratuit, ou qu'on peut tout simplement agrandir son ego, hein. Il y en a de toutes les sortes. Hein. Oui, c'est vrai. Et celui-là, alors j'en ai pas eu beaucoup, mais c'est vrai que ça fait très bizarre quand on reçoit ce genre de choses. C'est ça. Bref. Ici, le but, il est de... Voilà. Il y a une communauté derrière qui va faire une copie des spams. Derrière, qu'est-ce qui va être fait? Cette base de données, elle va être constituée des adresses mail des expéditeurs, bien souvent usurpées, malheureusement, et du contenu du mail. Selon le contenu, le spam va être classé, donc dans différentes catégories. Il y a spam qui est la catégorie de base, mais on va pouvoir avoir phishing, mail malveillant, mailing abusif, parce qu'on voilà, c'est vraiment de dire tout ce qu'il y a dans le dossier spam de nos boîtes mail, on l'envoie. Donc ça peut être aussi, moi l'exemple que j'ai, c'est Mint Energy, donc c'est un fournisseur alternatif d'énergie qui arrête pas de m'envoyer des mails promotionnels. Ça tombe dans les spams, et eux vont pouvoir dire derrière à l'entreprise, bon, c'est bien gentil, mais vous emmerdez tout le monde, quoi. Donc ça va permettre aussi à certaines entreprises qui sont légales, qui ont un bon but, d'arrêter de faire des campagnes de mails qui vont embêter tout le monde. Mais ça va servir aussi pour les mails qui sont vraiment frauduleux et qui sont reconnus comme. Ça va permettre au niveau de l'État, au niveau notamment des opérateurs français, que ce soit au niveau internet ou au niveau des mails, de pouvoir mettre en place des listes noires d'adresses IP et d'adresses mail. Donc ça va permettre que le spam, en tout cas au minimum au niveau des serveurs mail des opérateurs, soit bloqué. Et il faut savoir que derrière il y a vraiment il y a l'ANSSI, etc. Mais il y a aussi les plus gros opérateurs au niveau des mails, comme par exemple Microsoft Outlook, Google Gmail ou autres, qui se servent de cette base de données là pour faire des listes noires aussi. Donc ça veut dire que très vite, en fait, plus vite
un spam va être envoyé à cette plateforme, plus vite l'adresse qu'il y a derrière va être bloquée. Et ça, ça fait partie du scam bait. Pourquoi ? Parce que l'organisme va tout simplement faire en sorte que la même adresse mail ne soit pas utilisable, et donc en quelque sorte, ça embête beaucoup les gens qui font de l'usurpation, parce que du coup leur mail sera bloqué à la base. Et ça veut dire que ça touchera moins de monde et que le gain derrière sera potentiellement moindre. Et du coup, potentiellement, si jamais par exemple c'est une toute petite entreprise ou un escroc qui est seul, ce mail-là du coup finira donc par cesser ses activités, par exemple si jamais il n'arrive plus à atteindre personne. Voilà. Bon, après, vu que l'usurpation est facile pour les mails, ce genre de choses se contourne facilement, mais voilà, là, en fait, ici, le nombre fait la force. Actuellement, donc j'ai revu la publication trimestrielle, on est à environ 5 400 000 mails signalés en 3 mois, ce qui est beaucoup et pas tant que ça à la fois. J'avoue que effectivement c'est beaucoup, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont réguliers dans leur signalement, mais il faut savoir que moi par exemple, vu que je vais sur mes mails tous les jours, etc., en un mois je peux facilement signaler entre 1000 et 1500 mails. Ah oui, donc en fait finalement on se rend compte qu'il y a une communauté solide mais qui est pas si grosse. Et moi je pense que ça devrait grossir, parce qu'on reçoit tous, on a tous sur internet un profil différent. Donc on reçoit tous des spams différents. Et c'est là, en fait, où il faudrait qu'il y ait plus de monde sur cette plateforme, qu'il y ait plus de monde qui signale ces spams, pour avoir, en fait, tout simplement une plus grande variété dans la base de données qui compose, du coup, Signal Spam. En plus, c'est très facile à faire, il n'y a pas vraiment d'installation compliquée à faire. C'est soit une extension sur un navigateur, donc c'est compatible avec les navigateurs les plus connus du marché, ou alors quand on se sert d'un logiciel type par exemple MacMail sur Mac ou Thunderbird, ça va permettre du coup directement, et même Outlook d'ailleurs, ça permet directement de signaler le mail sans avoir à passer par un site, c'est possible, mais sans avoir à revenir sur le site web, à copier-coller l'entête du mail, etc. La démarche est vraiment simplifier ce signalement et pouvoir être le plus efficace possible. Il faut savoir que derrière, au-delà des listes noires, il y a des entreprises qui peuvent être assignées en justice dans le cas des mails abusifs, et que de temps en temps, on entend parler de descentes en France d'arnaqueurs qui utilisent le système de spam et qui font de l'usurpation. Malheureusement, et ça c'est en termes légaux, ces actions ne dépassent pas le territoire français. Mais c'est déjà ça, et on se dit que c'est déjà très utile. D'accord. Donc je recommande moi l'utilisation de ça prend pas longtemps, c'est vraiment... Tu vas sur internet, toi je pense que tu dois avoir une adresse Gmail, je pense, par exemple. Oui. Si on prend ton cas, juste quand tu vas regarder tes mails, quand tu vas répondre à tes mails, tu prends 30 secondes en plus. Tu coches tous tes mails, tu appuies sur un bouton signaler et ça fait tout à ta place. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Je vais prendre ça en note, parce que pour le coup j'avoue que je vais pas souvent sur mon mail et que du coup j'effectue pas souvent un signalement. Mais je vais prendre note moi-même, comme quoi on en apprend tous les jours. Et puis du coup je te remercie d'avoir donné de ton temps, parce que mais de rien. C'est pas rien. Et du coup tu veux dire un petit mot ou pas pour la fin ? Le petit mot pour la fin, j'allais dire, ne vous faites pas berner par des demandes amoureuses, par des faux mails, par un appât du gain facile en fait, tout simplement. Et restez sur vos gardes quand vous utilisez l'interweb. Voilà. D'accord. Merci bien. Au revoir. Merci à toi.